Donc alors, la table ronde qui va débuter va nous permettre de se plonger tête baissée dans la particularité de notre sujet, la circularité et spectacle vivant et architecture, à travers 3 types d'exemples. On va ainsi... Alors moi je vais débuter juste par une petite mise en perspective historique du rond, architecturalement de manière générale, et puis sa traduction sur le spectacle vivant ensuite. Et on commencera tout d'abord par alors je ne sais pas si on va peut-être respecter l'ordre qui est écrit dans les documents qui vous ont été donnés. On commencera d'abord par Andrew Todd, qui est architecte, lui, et qui nous parlera de 3 expériences spécifiques, une expérience artistique et 2 expériences architecturales. Ensuite, Nathalie Toulouse-Carasso, qui elle est historienne du théâtre, et nous parlera d'une expérience cirque-théâtre au cours du XXe siècle, en tout cas d'un certain nombre d'expériences, mais en tout cas d'une mise en perspective au cours du XXe siècle entre cirque et théâtre. Et puis on terminera avec Stéphane Utterman, qui est historien et spécialiste d'un projet très particulier qui trouve sa source au XIXe siècle et qui sont les panoramas. Donc là on n'est pas dans le spectacle vivant, mais on est dans la mise en perspective de ce patrimoine circulaire par le biais de quelque chose de très visuel, qui est le panorama, qui vit encore aujourd'hui. Alors moi je vais juste vous dire un petit mot sur le plan historique, parce que évidemment le rond c'est un monde en soi, c'est à la fois c'est une vision du monde, c'est historiquement soit un cercle fermé quand on construit en rond, c'est-à-dire on se regarde à l'intérieur, soit c'est une vision extérieure du monde. Vous avez soit la vision défensive qui va du château fort, du donjon, etc. On regarde l'extérieur mais on se protège en soi, soit c'est une vision extérieure du monde, c'est plutôt le dôme où à la fois on est fermé mais on représente le monde, dont on donne une vision du monde extérieur. Le rond, il est présent partout en architecture de manière très très puissante et très forte. Et je vais juste vous donner quelques exemples parce que ça permettra de nous mettre dans une perspective un petit peu historique. Vous allez voir un plan de ville d'abord, peut-être, si tout se passe bien, normalement. Alors, je vais continuer à parler pendant que la technique se met en route. Donc ça, c'est la ville d'Erbil, qui est en Irak, dans le Kurdistan irakien, qui est une ville ancienne, et dont on voit un petit peu... donc on a eu des tas de projets de villes circulaires. La circularité est souvent synonyme d'utopie, mais une utopie qui se réalise. C'est une manière de pouvoir contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on a une petite colline, et on peut voir tout ce qui se passe autour. C'est une photo qui est actuelle. Moi-même, je suis allé... faire un concert dans cette ville, donc je peux témoigner que c'est toujours comme ça n'a pas bougé. Et on a toute une organisation du monde dans cette vision urbanistique qui est l'extérieur totalement contrôlé, et puis l'intérieur qui lui-même n'est d'ailleurs pas circulaire, mais le rond donne une identité et une force d'organisation à la ville. Évidemment, les images du rond, on les retrouve de manière permanente. Le rond le plus célèbre, qui est la tour de Babel, le plus célèbre et le plus mythique. Alors vous connaissez tous cette parabole et cette histoire biblique, où l'homme, via sa production circulaire, essaye d'atteindre le ciel. Évidemment, n'y arrive pas, parce que le rond étant l'image de la perfection, on ne peut pas à la fois... C'est à la fois la perfection à sa base, mais c'est le seul moyen de pouvoir atteindre des hauteurs inimaginables. Et c'est tout à fait étonnant de voir que cette image-là de Babel, elle existe toujours. Je vais donner juste une illustration d'aujourd'hui. On est au Yémen et on a une petite tour de Babel. Donc ces images, puisque la tour de Babel évidemment n'a pas existé, mais ces traductions bibliques, on peut en voir des imitations, qui est, encore une fois, le rond est le seul moyen pendant des siècles et des siècles d'aller le plus haut possible. Nous, on espère évidemment qu'artistiquement, c'est aussi le meilleur moyen d'aller le plus haut possible. Et puis, je vais vous montrer peut-être deux autres images d'une vision un petit peu actuelle de ça. On a parlé de patrimoine industriel qui a été un petit peu évoqué.
il y a cette image-ci qui est, à mon sens, une traduction du 19e siècle de la tour de Babel. C'est le château d'eau de Cologne qui a été restauré dans les années 90, fin des années 90, début 2000, mais en tant qu'hôtel. Donc pas lieu de spectacle, dommage pour nous, mais en tant qu'hôtel. Et là, on est vraiment dans l'image de la tour de Babel avec ces fenêtres qui sont de plus en plus petites, de manière à donner l'illusion d'une hauteur de plus en plus élevée. Une autre photo du même qui est celle-là. Un autre tout petit point de rappel dans ces images soit de réalité architecturale, soit d'utopie, avec un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Dans le temps d'abord, on a parlé de Babel, un exemple évidemment, je vais très rapidement, ce sont juste que des petits exemples, des petits plots que je mets pour préparer et contextualiser l'ensemble de la discussion sur le rond, qui est la cité de Chaux, qui est la cité idéale de Ledoux à la fin du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle, dont il n'a construit que la moitié. Voilà ce qu'il souhaitait en faire. Voilà son plan de cité idéale, donc cité circulaire, dans laquelle on a un monde qui est intégralement fermé, à l'image de la planète, à l'image des systèmes planétaires, à l'image de l'univers tel qu'on se le fait à l'époque. Et donc on est fermé sur soi, et à l'intérieur on peut organiser tout un monde cohérent. Voilà le projet de cimetière qui allait avec. Donc voilà tout. Alors ensuite l'histoire c'est que Ledoux en réalité n'a fait construire que la moitié de sa cité, donc c'était coupé en deux. Vous avez que l'hémisphère qui a été réalisé à la saline royale d'Arquessenan dans le Doubs. Ensuite, on passe à une architecture très intemporelle, puisqu'elle est très ancienne. On passe en Chine, dans le Fujian. Mais là, on a des villes entières qui sont conçues, non pas en rond, mais avec des immeubles en rond, des bâtiments en rond, qui sont des bâtiments de logement collectif, et qui permettent à la fois, donc c'est toujours important, je trouve, dans l'idée, qui permet à la fois de partager le collectif. Donc là, on en voit une illustration qui est toujours très impressionnante. On voit tous les appartements et les studios, les habitations collectives sur le pourtour, et le sanctuaire qui est au centre. Donc toute une organisation du monde à partir du rond, là encore, avec centre et périphérie. Là, vous en voyez une illustration, à mon avis, encore plus impressionnante, avec différents cercles concentriques, selon qu'on est proche ou pas du centre. Donc le pouvoir évidemment au milieu, et la périphérie et les lieux de vie sont à la périphérie. Donc, voilà un petit peu le détail de ces maisons chinoises. Le rond a évidemment inspiré beaucoup par la suite, et le XVIIIe siècle et le XIXe siècle sont des époques où, on l'a vu avec Nicolas Ledoux sur l'utopie, on a beaucoup travaillé le rond comme une forme idéale, y compris quand on a créé quelque chose de nouveau à l'époque, qui étaient les prisons. Il n'y avait pas de prison à la fin du XVIIIe siècle, et on a créé des prisons. Avant, on était enfermé soit dans d'anciens couvents ou dans des lieux municipaux, etc. L'invention de la prison au XVIIIe siècle se fait en rond, avec la prison panoptique, qui est une manière, là encore, de contrôler, de pouvoir, grâce au rond, contrôler tout ce qui se passe. En France, on a un exemple historique très célèbre qui est la prison d'Autun. Et puis c'est quelque chose qui s'est développé. Là, je vous donne quelques images, c'est extrêmement impressionnant. Mais seul le rond permet, le coup d'œil circulaire qui permet de contrôler l'ensemble de ce qui se passe autour. Ça, c'est à Cuba. Donc là, on est sur la multiplicité du rond. Voilà, c'est une prison qui a été détruite. Voilà encore le système de fonctionnement. Mais on est dans la traduction des utopies architecturale, et le rond en est son émanation la plus forte. Une autre tradition qui est celle du théâtre anatomique. On est là à la toute fin du XVIe siècle, et deux théâtres anatomiques dont je vous donne des exemples, celui de Padoue et celui d'Uppsala. Donc Padoue en Italie, Uppsala en Suède. Uppsala est un petit peu plus récent, mais c'était le moyen pour tous ensemble autour d'un cercle voir des médecins ouvrir des cadavres et faire donc de l'anatomie en direct.
Mais ce qui était étonnant, c'est que ça s'appelait théâtre anatomique. Et donc on est déjà dans la notion d'une représentation avec quelque chose au centre et un public tout autour. Aujourd'hui encore, on est dans le rond a une présence très forte en dehors du spectacle, dans sa représentation du monde. On est là à la Bourse de Francfort. Et donc, c'est une manière de contrôler le monde, de contrôler son monde extérieur. Et là, vous avez tous les traders qui sont là. Vous les voyez chacun dans leur cercle. C'est une manière. Donc, vous avez un cercle, un anneau au-dessus. C'est pas Big Brother, mais ça pourrait. Et puis, vous avez le carré extérieur, enfin le parallélépipède rectangle extérieur, avec toutes les cotations. Et puis, au milieu, vous avez ces petits mondes autonomes, circulaires. Là encore, c'est une vision du monde. C'est pas un hasard si c'est comme ça, c'est parce qu'effectivement la circularité donne une impression de contrôle de ce qui se passe autour de soi. Évidemment, en bourse, on n'est pas sûr que ce soit un contrôle réel, mais en tout cas, ils ont l'illusion de ça. Alors, les panoramas, j'en parle pas parce qu'il va y avoir un exposé précis dessus. Juste un mot. Avant d'arriver à l'expérience théâtrale, l'histoire du théâtre et du rond, du spectacle et du rond, est une désaffection progressive depuis le théâtre grec jusqu'à aujourd'hui. Et il est revenu au théâtre, en fait, par les marges. Alors, en quelques mots, le théâtre grec n'est pas rond, mais est à presque 300 degrés. Et donc là, vous avez un exemple théorique de ce qu'était le théâtre au moment de sa création. On n'a pas d'exemple vraiment structuré du théâtre avant les Grecs. La première grande civilisation théâtrale donne ça. Avec les Romains, le cercle, on passe de 300 degrés à 250 degrés. Donc on enlève petit à petit de la circularité. Et puis, au Moyen-Âge, on n'a plus de théâtre structuré, de bâtiment. Donc là, le rond va se recréer naturellement, puisque quand quelqu'un est au centre, les gens se mettent autour pour l'écouter. Donc le rond se fait, mais sans architecture. Et quand on va continuer à créer de l'architecture, on va recommencer à créer de l'architecture. Donc au moment du théâtre élisabétain et du siècle d'or, théâtre élisabétain en Angleterre, siècle d'or en Espagne, on va le faire en carré et en semi-circulaire. Le théâtre élisabétain sont des bâtiments circulaires, mais avec une scène qui n'est pas au milieu. Donc on quitte de plus en plus le rond. Ensuite, les Italiens créent le modèle qui va aller jusqu'à aujourd'hui, qui est le modèle la salle d'un côté, la scène de l'autre, et on sépare définitivement le spectateur du spectacle, avec la possibilité de faire tout ce qu'on peut faire dans cette configuration-là, c'est-à-dire donner l'illusion avec des fausses perspectives, etc. Et donc le spectateur est rejeté de l'autre côté de l'écran. Et puis le rond, lui, va revenir par l'extérieur, il va revenir par les panoramas, qui vont donner une autre vision artistique, mais qui n'est pas théâtrale. Il va revenir par le cirque, qui n'est pas du théâtre, et qui n'est pas rond au début, mais carré, puisque les premiers manèges sont des manèges carrés. Petit à petit, il va se mettre en rond. Mais le cirque lui-même, à partir des années 80-90, va sortir du rond pour pouvoir se diffuser, parce qu'il y a très peu de lieux ronds. Donc le cirque sort intégralement du rond, sauf marginalement. Et le panorama d'un côté, les dioramas, les cosmoramas, toutes ces choses qui vont être créées au 19e siècle, vont redonner présence à la circularité. Et c'est ce qui fait notre histoire à nous. Et l'histoire fait que les cirques en dur qui ont été créés, comme celui de Châlons, mais celui d'Amiens, parce que j'ai mon collègue d'Amiens qui est au premier rang ici, et un certain nombre de cirques, ceux qui restent en France, datent de la deuxième moitié du 19e siècle, tout comme le patrimoine industriel que Bruno Bourbrock et René-Paul Savary ont évoqué, qui date exactement de la même période, qui est aussi circulaire. Et le réseau 360, c'est aussi la manière de faire se rencontrer plusieurs traditions. Voilà. Alors, je ne m'étends pas plus. Et donc c'était un peu cette mise en perspective-là. Il y a eu des expériences de théâtre en rond à partir de 1940, mais on va certainement nous en parler aussi. Le théâtre en rond, qui dure aujourd'hui, date de l'après-guerre. Il y a eu des expériences avant. Le théâtre a essayé de réinvestir le rond à partir du début du XXe siècle en France et en Allemagne, mais ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais pris, ça a pris
outre-Manche et outre-Atlantique, chez nos amis anglo-saxons, à partir du moment où il y a eu une volonté de rompre justement ce rapport entre la scène et la salle et de faire en sorte que le public soit beaucoup plus investi dans le spectacle et que les artistes qui étaient au centre d'une scène soient aussi évidemment beaucoup plus investis dans leur jeu, qu'il soit théâtral, qu'il soit musical, qu'il soit chorégraphique, parce que quand on est au centre, on ne peut pas jouer sur des décors, on ne peut pas se cacher. Donc évidemment, le rapport là est complètement différent. On est toujours dans la même vision que celle de la prison, c'est-à-dire on peut voir de partout. On ne peut pas se cacher. Et donc, quand on est sur un plateau rond, quand on est comédien, quand on est musicien, on a toujours quelqu'un derrière. Soit on a donc ce rapport-là qui est... et tout ça, c'est connecté avec ces utopies, avec cette manière de voir le monde. Voilà pour ce qui est de ma petite mise en perspective historique. Je vais maintenant passer la parole à Andrew Todd.